Pour cette première édition complète de la journée sur Al-Oula. Vous venez de le suivre en direct. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a accompli la prière du vendredi à la mosquée Son Altesse la princesse Latifa au quartier As-Salam à Rabat. La première causerie religieuse de Ramadan sera présidée cet après-midi par Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin au palais royal de Rabat. Un communiqué du ministère de la Maison royale du protocole et de la chancellerie précise que cette causerie inaugurale sera animée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques Ahmad Tawfiq sous le thème Les droits de l'âme, al-nafs en islam et ses dimensions économiques. La causerie sera retransmise en direct sur les ondes de la radio et par la télévision à partir de 17h30. Autre tradition bénie en ce mois de piété et de solidarité, l'opération nationale de soutien alimentaire Ramadan 1439, initiée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité à l'occasion du mois sacré. Une 19e édition lancée hier par Sa Majesté le roi Mohammed VI au quartier l'Inbi'at à Salé. Une action de générosité hautement significative qui mobilise cette année une enveloppe budgétaire de 80 millions de dirhams. Mohamed Etleshkar. Quartier Al-Inbi'at à Salé, où Sa Majesté le roi Mohammed VI a procédé au lancement de la 19e édition de l'opération nationale de soutien alimentaire. Ramadan 1439 s'inscrit en droite ligne du programme humanitaire mené par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, programme ayant pour objectif d'apporter soutien aux personnes qui en ont le plus besoin, tout en valorisant la culture de solidarité. L'opération Ramadan 1439 mobilise une enveloppe budgétaire de 80 millions de dirhams contre 55 millions l'année dernière. Et cette augmentation est due à la fois à l'élargissement de la base des bénéficiaires et à l'ajout de nouvelles denrées au panier alimentaire. Cette 19e édition est placée sous le signe du renforcement des valeurs d'entraide et des générosités, puisque sur instruction de Sa Majesté, la couverture des bénéficiaires a été élargie cette année, puisque ce sont 500 000 foyers qui bénéficient de l'aide alimentaire, dont 85% sont issus du milieu rural, et le panier alimentaire a connu également un enrichissement avec l'introduction de nouveaux produits tels que le concentré de tomates, les lentilles ou le vermicelle, qui sont des produits de la consommation courante pendant ce mois de Ramadan. Pour le bon déroulement de cette opération, des milliers de personnes sont mobilisées, soutenues par des assistantes sociales et des bénévoles, dont de jeunes étudiants. Nous participons chaque année à cette action organisée par la Fondation Mohammed V et nous avons l'honneur de contribuer au renforcement des valeurs morales de la société, à savoir la solidarité et l'entraide. Des contrôles sont opérés au niveau de deux comités, l'un local et l'autre provincial. Des comités qui veillent sur le terrain au suivi de l'approvisionnement des centres de distribution, à l'identification des bénéficiaires et à la distribution des denrées alimentaires. Le groupement professionnel des banques du Maroc, la trésorerie générale du Royaume et Barid el-Maghrib prêtent également leur concours à la Fondation Mohammed V pour la solidarité en contribuant au contrôle des aspects financiers de l'opération. Quant à l'ANSAL, l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, il veille pour sa part au contrôle de la qualité des produits alimentaires distribués. L'opération Ramadan 1439 vient ainsi s'ajouter aux différentes actions et initiatives humanitaires entreprises par Sa Majesté le roi Mohammed VI dans le but de promouvoir la culture de solidarité et d'assurer un développement humain durable en conformité avec les valeurs et préceptes de l'islam. Et au quartier Kali Rabat, Sa Majesté le roi a procédé hier au lancement des travaux de construction d'un centre de formation dans les métiers de la maintenance et des énergies renouvelables. Également à l'agenda royal, le lancement des travaux de construction d'un complexe d'animation artistique et culturelle au quartier Tabrikt à Salé. Retour à Mohamed Etleshkar. C'est au quartier Tabrikt à Salé que sera réalisé le futur complexe d'animation artistique et culturelle. Le projet sera érigé sur un terrain de 3000 m². Il devra constituer à terme un espace d'accueil, de services et d'animation artistique et culturelle. Un espace qui favorisera l'émergence de nouveaux talents parmi les jeunes générations ainsi que le développement de projets artistiques.
Le futur complexe devra bénéficier à plus de 20 000 jeunes par an. Il abritera un pôle théâtre, un hall d'exposition, un atelier d'apprentissage des techniques du décor de théâtre, un pôle musique, un autre pour les expressions corporelles et un pôle d'art graphique. Et au quartier Akkari à Rabat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé au lancement des travaux de construction d'un centre de formation dans les métiers de la maintenance et des énergies renouvelables. Le futur centre offrira des formations professionnelles à environ 400 stagiaires par an dans des métiers de la maintenance d'équipements électriques, thermiques et de climatisation et de matériel utilisant les énergies renouvelables. 2 projets donc lancés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au quartier Tabrikt à Salé, au quartier Akkari à Rabat, des projets solidaires de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, pour l'insertion socioculturelle et économique des jeunes issus des milieux défavorisés. D'une part, nous avons une plateforme d'épanouissement à travers l'art et la culture, mais également l'émergence des nouveaux talents issus des milieux défavorisés du quartier de Tabrikt. Et d'autre part, nous avons la formation des jeunes dans des métiers qui sont des nouvelles filières liées à l'environnement. Et comme nous le savons, ce sont des filières qui sont pourvoyeuses d'emplois. 2 projets solidaires à Salé et à Rabat qui viennent ainsi consolider les différentes actions engagées par la Fondation Mohammed V pour la solidarité dans la région Rabat-Salé-Kénitra. Des projets qui s'assignent pour principaux objectifs l'amélioration des conditions de vie des citoyens et la valorisation des potentialités des jeunes, véritable richesse de la nation. Une cure de jouvence pour les médinas des villes impériales du royaume. Sous la nouvelle impulsion royale, 1,4 milliard de dirhams seront mobilisés pour Fès, Marrakech, Rabat et Casablanca en vue de valoriser leurs villes et sauvegarder les tissus anciens. Le nouveau programme de restauration de ces espaces de mémoire marque aussi la 3e phase de la réhabilitation de la médina de la Cité Blanche. Nisrel Hamdawi. L'ancienne médina de Casablanca s'apprête à s'offrir un lifting en profondeur pour restaurer et conserver son patrimoine architectural. Plusieurs sites historiques connaissent une belle agitation qui s'explique par le lancement de la 3e tranche du programme de réhabilitation et de mise à niveau de l'ancienne médina de la capitale économique. Il s'agit d'un grand chantier de sauvegarde lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Ce programme vient compléter 2 autres projets. Les travaux du premier projet ont été finalisés. Quant au second programme, il sera achevé en 2019. Une enveloppe budgétaire de 300 millions de dirhams sera débloquée pour le chantier de réhabilitation des anciennes maisons. Un projet dont les travaux s'étaleront sur 5 ans. Les maisons menaçant ruine sont donc également concernées par ce programme de restauration. L'idée est de favoriser des conditions de vie dignes et décentes pour les habitants de l'ancienne médina de Casablanca. En tant qu'acteur de la société civile et habitant de l'ancienne Médina, j'accueille avec enthousiasme cette initiative royale qui vise à faire rayonner davantage notre ancienne Médina. Les habitants des maisons menaçant ruine vont recevoir un appui financier pour leur relogement en attendant la réhabilitation de leur demeure. Ils ne seront en aucun cas délogés, ils préserveront le site où leurs ancêtres avaient résidé il y a 50 ans. Autant dire qu'un vent de renouveau dans l'authenticité souffle sur l'ancienne Médina de Casablanca, avec un seul objectif, préserver tout un patrimoine architectural qui ne demande qu'à être valorisé pour être apprécié davantage. Le Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères salue les efforts déployés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds pour la protection de la ville sainte. Dans une résolution adoptée à l'issue de cette réunion tenue en urgence hier au Caire, le Conseil a mis l'accent sur le message royal adressé par le souverain en début de semaine au président de l'État de Palestine Mahmoud Abbas suite à la mise en œuvre par l'administration américaine de sa décision de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël et d'y transférer
transférer son ambassade. Le Maroc a été représenté lors de cette réunion par une délégation conduite par la secrétaire d'État aux Affaires étrangères et la coopération internationale Mounia Bousta. En Syrie, de violentes explosions ont secoué ce matin les entrepôts d'un aéroport militaire du régime dans la province de Hama, dans le centre du pays. C'est ce qu'a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme, sans plus de précision. L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, le risque passe de modéré à élevé selon l'OMS qui doit trancher aujourd'hui si l'épidémie constitue une urgence de santé publique de portée mondiale. Le virus a fait jusqu'à présent 23 morts dans des zones isolées, ce qui donnait aux autorités une meilleure chance d'isoler le virus. Il n'existe actuellement aucun vaccin ni traitement commercialisé pour faire face à Ebola, mais plusieurs pistes sont à l'essai. C'est la plus grosse explosion depuis son entrée en éruption. Le 3 mai dernier, un cratère proche du sommet du volcan hawaïen Kilauea a explosé. Les autorités ont incité les habitants à se mettre à l'abri à cause des dangereuses émanations de dioxyde de soufre. À n'importe quel moment, l'activité pourrait redevenir explosive avec une augmentation de la production de cendres et de projectiles près de l'ouverture. Le Kilauea est un des volcans les plus actifs du monde et l'un des 5 contre l'île de Hawaï, la plus grande de l'archipel. Un vendredi pluvieux chez nous avec des averses orageuses localement fortes à Midl, Tarachidia, Tinrir, Ouarzazat, Azilal, Ifran, Boulmen, Khnifra, Bni Mellal et El Haouz, et ce jusqu'à minuit. Et demain, ces pluies seront toujours au programme à Figuig, Rachidia, Boulmen et Midl. Et puis des averses orageuses sont au rendez-vous cet après-midi et le soir à Chichawa, Kharibka, Qalasrar, Nafqi, Ben Salah et Rhamla. On en arrive à notre nouvelle série news du mois béni consacrée à l'histoire de la gestion de l'eau au Maroc. Nous nous intéressons aujourd'hui aux techniques de rationalisation de l'usage des eaux pluviales et des eaux souterraines dans la province de Tétouan. Une organisation rigoureuse qui renvoie à toute une philosophie sociale de l'or bleu. Mohamed Wahibi et Zakaria Moukinbillah. La ville de Tétouan, avec son patrimoine maroco-andalou, dévoile un cachet architectural diversifié, reflet des civilisations qui s'y sont succédées. Dans le XVe siècle, les maisons abritaient un système de collecte et de drainage d'eau nommé boîté. Ce système consiste à stocker l'eau de pluie dans des fûts à partir de l'eau collectée sur les toits des maisons. Le système des boîtés est dérivé du mot bota qui signifie bouteille en espagnol. Ce procédé est toujours présent à Tétouan. Nous œuvrons à sauvegarder plusieurs habitations afin de préserver ce système de collecte de l'eau de pluie. Cette technique existe aussi dans l'île de la Sicile et dans le sud de l'Italie. Le système des boîtés était très utilisé durant les 15e et 16e siècles et jusqu'au début du 17e siècle. Avec le développement urbain, un autre procédé est installé dans plusieurs maisons de l'ancienne Médina. C'est le système d'El Matfiya. C'est un réservoir souterrain qui atteint le quart ou les 2/3 de la superficie de l'habitation. Les eaux collectées au niveau des citernes étaient stockées ici. Cette maison a connu plusieurs systèmes de drainage d'eau. Il y a l'eau de Skoundou et le Matfiya qui se situe dans la cave de la maison. L'eau est collectée au niveau du toit. L'eau circule dans des tuyaux pour être stockée dans le Matfiya et récupérée avec des seaux. Le Matfiya est un grand réservoir de stockage. Il représente des fois jusqu'à 2/3 de la superficie de la maison. Il y a des Matfiya dont la hauteur atteint 3 mètres, d'autres jusqu'à 5 mètres et dont la capacité varie entre 10 et 25 mètres cubes.
Afin de préserver les systèmes traditionnels de drainage d'eau, cette maison est une des rares habitations de Tétouan à utiliser encore les systèmes de boîtiers et des puits. La magie du sable s'est emparée d'elle depuis 15 ans maintenant pour devenir aujourd'hui une artiste accomplie et aboutie. Nadia Amlou s'est approprié les techniques de ce qu'on appelle l'animation de sable pour réaliser des images en mouvement, un savoir-faire émaillé d'une grande poésie et de beaucoup de dextérité. Ahmed Ben Khadija, Dominique Orlando. On pourrait penser qu'elle a été influencée d'une manière ou d'une autre par le travail de l'artiste Mohamed Nabili, disparu en 2012, et qui, comme elle, a travaillé essentiellement sur le sable, qu'il n'hésitait pas à aller recueillir parfois dans les contrées les plus lointaines. À la différence de cette grande figure des arts plastiques au Maroc, qui était née à Ben Slimane, autrement dit à l'intérieur des terres, Nadia Amlou n'a eu besoin que de quelques pas à fournir pour récupérer cette matière dont regorge toute la baie d'Agadir où elle a vu le jour. C'est surtout à l'extérieur de mon pays que mon travail a été remarqué. J'ai exposé en France et en Belgique notamment. Aujourd'hui, je souhaiterais être reconnu chez moi. Il ne s'agit pas pour Nadia Amlou de revendiquer une quelconque notoriété, fût-elle aussi éphémère que le sable qu'elle façonne avec tant de poésie. Il s'agit de montrer que la voie est aussi ouvrable pour d'autres jeunes Marocains qui disposent pour cela d'un incroyable littoral. C'est en naviguant sur Internet en 2003 que j'ai découvert cette technique artistique et j'ai eu tout de suite le coup de foudre. Il n'y a pas ce type d'école au Maroc où l'on apprend à façonner le sable. J'ai donc dû apprendre toute seule. Un simple geste réalisé comme s'il allait s'agir du dernier de la journée. Et juste avant que la marée ne monte ou qu'elle ne descende, toujours à ce même rythme immuable. Derrière l'éphémère de ces réalisations, il y a à la fois de la poésie, beaucoup de rêverie, mais surtout une vraie dimension quasi mystique qui vient à nous rappeler ce que signifie la fragilité des éléments. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci de rester avec nous. Tout de suite, le JT en espagnol vous sera présenté par Nisrine Benral. Au plaisir de vous retrouver demain.